Tire-toi une bûche, c'est une série de webinaires qui vise à mettre en valeur la recherche à la forêt Montmorency, donc notre magnifique forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Donc, moi, je suis Évelyne Tifo, je suis professeure au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval et ex-directrice scientifique de la forêt Montmorency. Et donc, présentement, je suis dans un endroit assez public, là. Je suis, hélas, pas à la forêt Montmorency, mais plutôt au manoir Montmorency. Donc, c'est pour ça que si vous entendez du bruit derrière moi, mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous présenter donc, notre nouveau directeur scientifique à la Forêt Montmorency qui va donner ce premier webinaire. Et donc, ben, Alexis est aussi professeur au département des sciences du bois de la forêt. Il est ingénieur forestier. Son premier fait d'armes comme chercheur a été de m'embaucher comme auxiliaire de recherche lorsqu'il était à la maîtrise, donc pour mesurer et treuiller des arbres à la forêt Montmorency. Et donc, ça y a lancé sa carrière. Et donc, il est devenu maintenant un chercheur reconnu au Canada et dans le monde là, pour sa recherche portant sur la sylviculture d'adaptation face au changement climatique. Il est tout nouveau titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 là, pour poursuivre ses travaux là, en sylviculture en lien avec les changements climatiques. Et il a pris le flambeau de la forêt Montmorency à la direction du scientifique après un mandat comme vice-doyen à la recherche à la faculté de foresterie, géographie et géomatique. Et donc, c'est lui c'est ça, va mener la recherche maintenant à la forêt Montmorency. Et donc, il va nous faire une présentation dont le titre est Écosystème en mouvement, recherche en action, la forêt Montmorency en pleine transition. Avant de te donner la parole, Alexis, je veux juste rappeler donc la présentation, elle est enregistrée. Vos micros sont fermés. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez les poser à mesure. On va avoir une période de questions à la fin là, d'une vingtaine de minutes. Et donc, on va prendre les questions par écrit ou oralement, là, selon ce qui vous convient le mieux. Aussi dire que si pour les ingénieurs forestiers et forestières d'entre vous, il va être possible d'avoir un certificat de participation à formation continue. Donc, vous pouvez nous contacter pour ça. Ben donc, Alexis, ça me fait plaisir de te passer la parole. Merci, Evelyne. Ça me fait plaisir aussi. Ça me fait plaisir particulièrement que ce soit toi qui me présente, non seulement parce que tu as été, c'est ça, une de mes premières auxiliaires de recherche à l'époque, mais aussi parce qu'on s'est suivis là, pendant nos carrières comme ça. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de poursuivre la mission puis, de la Forêt Montmorency, celle aussi, poursuivre le mouvement de transition que tu as initié, je pense, à la Forêt Montmorency. Et puis, je souhaite seulement poursuivre dans cette veine-là. Fait que ça me fait particulièrement plaisir que tu prennes du temps aujourd'hui, malgré le fait que tu es dans un endroit très public, sans aucun doute pour de bonnes raisons. Donc, de vous présenter ça. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter un portrait assez large qui va mélanger un petit peu de ce que je fais dans mes travaux de recherche, mais aussi qui va donner des nouvelles un petit peu plus élargies là, sur la forêt Montmorency puis sur le grand projet qu'on est en train de mettre en place. Évidemment, ça risque de soulever certaines questions et puis ça me fera plaisir d'y répondre à la fin de ma présentation. Alors, je vais présenter ma présentation, juste me dire si... Donc là, j'ai fait le partage d'écran. Je ne sais pas si Evelyne, tu peux m'envoyer un pouce en l'air ou quelque chose comme ça pour me dire si c'est Oui, correct. on voit très bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, ben c'est ça. En fait, l'idée ici, ben d'abord, je veux commencer par un énoncé de reconnaissance territoriale et même d'aller un peu plus loin. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est l'énoncé territorial de l'Université Laval qui dit que dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux, étant à la croisée du Nyoencio du peuple Wendat, du Ndakina du peuple Wabanaki, du Nestasinan du peuple Innu, du Nistakinan, du peuple Atikamekw et du peuple Wet'suwet'en, nous honorons nos relations avec les uns avec les autres. Dans une perspective plus large, en fait, au-delà de la reconnaissance territoriale, ce que je veux vous présenter, en fait, dans ces travaux-là, on souhaite, sachez qu'on souhaite les mettre en œuvre dans une perspective de fertilisation croisée là, entre les savoirs scientifiques occidentaux qu'on connaît et dans lesquels je suis engagé
et les savoirs traditionnels autochtones. Et puis, l'idée, là, c'est vraiment de favoriser l'entrelacement des savoirs. Donc, le projet dont je vais vous parler, on parle à la chaire de recherche en foresterie autochtone de Jean-Michel Baudouin. On souhaite par en fait, engager, dans la mesure où elles souhaiteront s'engager, les Premières Nations dans ce projet-là. Alors, je tenais à le dire là, d'emblée et à dire que c'est ça, en fait, c'est dans un esprit d'aller plus loin que le simple énoncé de reconnaissance territoriale, mais d'aller dans un travail conjoint, puis une collaboration, puis un respect des deux systèmes de savoir, puis un enrichissement des deux par cet entrelacement-là. La forêt Montmorency, en fait, c'est pour nous, évidemment, c'est un milieu d'études unique. Et puis, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui la rend unique? Une chose, en fait, qui la rend unique, évidemment, c'est sa taille de 40 000 hectares ou 400 et plus là, kilomètres carrés. Pour une forêt d'enseignement et de recherche, c'est évidemment une taille importante, mais il y a un autre aspect aussi dont je veux vous parler, en fait, c'est qu'elle est en milieu boréal, mais vraiment à la limite entre les conditions climatiques tempérées et les conditions climatiques plus boréales. On sait que c'est un gradient d'altitude qui va faire en sorte là, qu'en très, très peu de distance à partir de la ville de Québec, on s'élève en altitude et le climat devient plus froid. Ce qui fait en sorte qu'on a une forêt boréale, une sapinière à bouleau blanc comme on la connaît. Et ce qui est particulier, en fait, c'est qu'on est si près de la zone tempérée. Et la prochaine diapo va vous montrer les prévisions. Donc, ça, c'est l'évolution euh, des prévisions annuelles selon un scénario climatique, en fait, qui est assez plausible et 13 modèles climatiques. Donc, ce qu'on peut voir ici, puis ce qui est particulièrement marquant, en fait, c'est l'augmentation des températures qui est projetée pour des horizons de temps qui ne sont pas si lointains. Donc, si on se réfère à la période 1981 à 2010, les températures moyennes de la forêt Montmorency à l'échelle annuelle avoisinaient les 0 degrés, en fait 0,4 degrés. Et on sait présentement que le climat se réchauffe, les températures ont augmenté, et si on les projette dans la période 241 à 270, ce qui est une période très courte en fait, le 241, 2041, pardon, c'est dans 15 ans, là. Donc, dans 15 ans, on projette que ces températures, en fait, dans la période là, qui, elle, est une période de 30 ans, mais qui va débuter dans 15 ans, on projette que ces températures-là s'élèvent, les températures moyennes, à 4,3 degrés Celsius, ce qui en fait est presque la même moyenne température annuelle qu'on a dans la période de référence dans la ville de Québec de 1981 à 2010. Donc ici, ce qui est particulier et ce qui est vraiment important de considérer, en fait, c'est à quel point le climat, en fait, est en train de se réchauffer, puis à quel point, finalement, la forêt Montmorency, qui est dans un milieu boréal, est en train d'avoir des températures qui sont des températures des milieux tempérés. Donc, on va passer, vous savez très bien là, que la végétation dans la ville de Québec est fort différente de celle qu'on retrouve à la forêt Montmorency. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des impacts sur la végétation au sens large. Et au premier titre, en fait, de ces changements-là, bien, ce sont les changements de régime de perturbation. Donc, à l'échelle du monde entier, donc je change d'échelle complètement, puis on va le faire souvent dans cette présentation-là, mais à l'échelle du monde entier, c'est vraiment bien documenté, là, qui est relié en fait au changement climatique, mais pas que, aussi aux changements globaux de manière plus générale. On parle surtout là, du commerce mondial qui va amener plusieurs insectes et pathogènes qui sont pas qui sont d'origine exotique dans différents milieux et pour lesquels souvent il n'y a pas de prédateurs dans les forêts, ce qui cause là, des dommages importants aux forêts. Puis dans à peu près toutes les forêts du monde, si on se place dans une perspective multirisque, que ce soit pour les risques de feu, de dommages par les insectes, de dommages par les pathogènes, de dommages par la sécheresse, de dommages par les charbiers, par exemple, dans les différentes forêts du monde, ça va se faire à différents niveaux, mais l'ensemble des risques puis des perturbations est en train d'augmenter à des seuils qui n'ont jamais été vus là, dans des forêts aménagées. Donc ça, évidemment, ça vient s'ajouter aux perturbations anthropiques directes qui sont réalisées par l'aménagement forestier, ce qui donc est une source de préoccupation assez importante.
Et puis donc, la forêt Montmorency, on sait que c'est un milieu qui, si je reviens à cette échelle-là, c'est un milieu qui n'a pas brûlé depuis, on le sait, là, depuis des siècles, même des millénaires. Mais par contre, dans les conditions climatiques actuelles, c'est loin d'être impossible qu'on ait un feu de forêt, par exemple, qui soit déclenché à la forêt Montmorency. D'ailleurs, attardons-nous un peu plus au feu parce qu'à l'échelle canadienne, un des risques là, qui nous semble, en fait, une des perturbations forestières qui nous semble en plus grande augmentation, ce sont les feux de forêt. Donc, je vais m'attarder un petit peu plus là, à la situation des feux de forêt puis des superficies brûlées au Canada. Donc là, on est à l'échelle du pays, à l'échelle canadienne, et puis depuis les années 60 ou à la fin des années 50 jusqu'au début des années 2020, jusqu'à maintenant, en fait, on a fait le suivi des superficies brûlées au Canada. Et le graphique que je vous montre là, il y avait des travaux qui avaient été réalisés au Service canadien des forêts, des gens qui sont situés, si je ne me trompe pas, à Sault-Sainte-Marie, une équipe de recherche avait déterminé que ce graphique-là démontrait qu'il y avait une augmentation des superficies brûlées. Donc déjà, jusqu'en 2022 qu'on voit sur le graphique, il y avait une augmentation des superficies brûlées qui était une tendance à la hausse significative dans les dernières années. Et arrive l'année 2023, et là, évidemment, là, ce qu'il faut faire absolument pour représenter l'année 2023, c'est changer complètement d'axe. Et puis là, ben, vous avez une idée donc de l'importance des feux de 2023 qui ont affecté tout le pays, mais qui ont affecté aussi, là, contrairement aux feux de cette année, là, qui ont affecté beaucoup le Québec, en fait, la province de Québec, à hauteur de 4 millions d'hectares, mais 18 millions d'hectares au total au Canada. Donc, ça a été une année marquante et qui a été suivi en fait en 2024 par une autre année marquante. Cette fois-là, ce que je vous montre ici, c'est une photo du feu de Jasper qui détruit là, une partie de la communauté. Évidemment, ça a été tragique, là, cette destruction-là, parce qu'il y a plusieurs des habitations qui ont été brûlées. La raison pour laquelle je vous montre cette image-là, ça a été pris au mois de juin dernier, en fait, là, même pas un an après le feu. Et ce qu'on peut constater pour ceux qui sont habitués de voir des feux de forêt, c'est l'intensité de ce feu-là qui était particulièrement intense. D'habitude, après un feu de forêt, c'est plutôt comme on voit derrière, là, les arbres sont encore debout, les feuilles ou les aiguilles ont été brûlées. Et on voit que les troncs ont été légèrement calcinés. Mais là, ici, on voit une zone là, qui a été particulièrement intense où non seulement les arbres ont été, ben, en fait, le bois, une partie du bois a brûlé, ce qui est assez rare là, dans des feux de forêt. Ça prend une forte intensité pour ça, mais aussi le feu lui-même a créé des gros, gros mouvements de convection qui ont fait en sorte que les arbres, en fait, se sont renversés et sont carbonisés. Puis vous voyez là, qu'il n'y a à peu près plus rien au sol. Donc ici, ça, il y a plusieurs personnes qui vont déjà avoir visité ce site-là. C'est quand on s'en va vers la station de ski Marmot Basin, là, à partir de l'entrée du parc de Jasper. Et puis qu'on va vers la station de ski, là, donc on doit monter un peu, puis c'est à cet endroit-là là, que j'ai pris cette photo-là. Donc 2024, encore une année de grand feu, puis ben, en fait une année de feu particulièrement marquante parce qu'il a affecté une communauté que la plupart des Canadiens puis plusieurs personnes dans le monde connaissent. Mais 2025 est encore une année de grand feu, pas tellement au Québec, mais dans le reste des provinces canadiennes, c'est très, très élevé. Donc, on parlait là, des années dans lesquelles là, il y avait le plus de feux. Avant le record de 2023, on était à 8-9 millions environ là, ou 7 ou 8 millions dans les superficies brûlées maximales. Et cette année, si je tiens encore bien compte, là, on est à environ 8 millions d'hectares de brûlés dans l'ensemble du pays. Évidemment, ça, ben, c'est une réalité, en fait, que je tiens à décrire parce que je trouve que ça donne une perspective nouvelle à notre travail. Notre travail, je dis collectivement, là, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes engagés dans l'aménagement de manière générale de nos forêts. Et ce que je vous montre ici, en fait, là, c'est un travail qui a été réalisé par une firme de consultants en économie forestière qui s'appelle NADA Conseil, mais en collaboration avec plusieurs chercheurs et aussi avec Ouranos. C'est une équipe de recherche là, de laquelle je fais partie. Et puis, eux, ils ont évalué donc les dommages des 4,3 millions d'hectares de forêts brûlées en 2023. Et ils sont arrivés à un coût total de 8,9 milliards de dollars. Donc,
là, c'est ça, je veux juste prendre une pause là, pour parler des 8,9 millions de dollars, en fait. Évidemment, ce sont des coûts là, vraiment très, très grands. Puis je pense que, bon, c'est ça, ça vaut la peine de se sensibiliser un peu à ça parce qu'il y a des pertes de plusieurs milliards là, pour les entreprises. Il y a des coûts estimés à 3 milliards qui sont plutôt reliés aux dommages aux écosystèmes, puis on inclut là-dedans là, les impacts du réchauffement climatique qui sont causés par les émissions reliées à ces feux-là. Les gouvernements, ne serait-ce que par ben, la lutte directe aux feux de forêt, mais aussi par l'augmentation des coûts de santé. On parle d'un coût d'1 milliard. Et puis, pour les citoyens et les citoyennes, plusieurs déplacements, des coûts très, très élevés qui touchent presque aussi le milliard de dollars. Évidemment, c'est un estimé grossier, mais ici, ce n'est pas l'estimé précis qui est important, mais c'est plutôt l'ordre de grandeur, puis la réalisation. Je pense en fait, on est en train de sortir du cadre de ce qui nous affecte normalement. Donc, pour des gens qui aménagent la forêt, on va penser d'abord aux conséquences écologiques de ça. Mais je pense que là, il faut élargir nos horizons, puis il faut donner une perspective nouvelle à notre travail. En fait, euh, si si j'avais 8 milliards ou 9 milliards de dollars, je ne sais pas si on pourrait, tu sais, les prendre puis les brûler, simplement les brûler directement. Évidemment, ça ferait un choc, mais ça ne serait pas encore aussi grand comme impact que ce qu'on va voir, par exemple, dans ce qu'on a vu en 2023, puisque si on veut ajouter, puis on ne veut pas considérer seulement l'argent, des impacts directs à 27 000 personnes qui ont été évacuées de 26 municipalités puis communautés autochtones au Québec seulement. Évidemment, pour les personnes qui sont affectées, euh, c'est extrêmement marquant. Et il s'agit là, de voir un peu là, la municipalité là, de Sainte-Terre, notamment en 2023, a été évacuée 2 fois. Ça a été extrêmement traumatisant pour les populations. Puis évidemment, si on veut se sensibiliser aussi, tu sais, on a tendance à passer vite là-dessus, mais 90 décès supplémentaires des suites des expositions à la fumée, tout ça, 964 visites aux urgences, 110 hospitalisations liées principalement à des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Et là, je vais vous pousser encore plus loin dans votre réflexion. Tu sais, on a tendance à passer vite sur ces nouvelles-là, puis évidemment, pour des bonnes raisons, là, on ne peut pas porter le poids du monde sur les épaules, puis il y a beaucoup de ces nouvelles-là, puis bon, il y a toutes sortes de nouvelles comme ça, mais là, ici, on est dans un cas, en fait, où est-ce qu'on pourrait dire, ah, mais ce sont des personnes faibles qui ont un système immunitaire, qui ont des maladies auto-immunes comme l'asthme, qui ont des systèmes qui sont moins en santé. Mais ça prend quand même une réflexion puis pour se dire que ces personnes-là, en fait, sans les feux, auraient vécu plus longtemps. Et puis, je pense qu'il faut se sensibiliser à ce genre d'impact-là parce que dans ce cas-là, dans plusieurs des cas, dans des nouvelles comme ça, on est un peu impuissant face à la situation, mais dans ce cas-là, nous qui sommes engagés dans l'aménagement des forêts, ben, on a la responsabilité de comprendre qu'on est dans un système qui doit s'adapter à des nouvelles réalités, puis que les perspectives qu'on a naturellement de s'engager de considérer finalement l'écosystème avant tout, ben, c'est quelque chose qu'on doit conserver, bien sûr, mais qu'on doit élargir aux dimensions humaines et sociales, puis aux dimensions économiques aussi de ce qui se passe en ce moment. Et puis quand on regarde ça, bien évidemment, ça peut être assez alarmant. Donc, le feu, une des perturbations qui est en train donc, un des risques qui est en train de changer rapidement dans les forêts canadiennes de l'ensemble du pays, et plus particulièrement, évidemment, la forêt Montmorency échappe pas à cette réalité-là. Puis là, maintenant, ce que je disais par rapport à ça, comme membre du public, bien évidemment, on voit passer toutes sortes de nouvelles qui nous donnent un peu des perspectives, en fait, que ça va pas si bien dans les forêts du monde et ça peut même nous amener vers des constats assez alarmistes et ce qui nous amène, disons, à nous placer devant différentes réactions. Et parmi ces réactions-là, il y a des personnes qui vont aller plus vers le déni. On en connaît. Il y en a certaines qui sont des personnes élues ou qui espèrent d'être élues. Et d'autres personnes qui vont être plutôt vers le désarroi, puis l'impuissance. Puis, ce que je vous propose, en fait, c'est que comme collectivement, comme personnes qui sont interpellées par l'aménagement des forêts, c'est qu'on devrait se situer dans un juste milieu pour
passer à l'action parce que des actions, il y a certaines actions qu'on peut mettre en place et que euh, si on se regarde vraiment dans le miroir, on ne les met pas vraiment en place présentement. Donc, ce sont des idées qu'on a amenées puis qui restent présentement dans la littérature, je dirais, scientifique et un peu pratique. Mais c'est pour ça que je veux en parler ouvertement dans une présentation comme ça. C'est parce que je pense qu'il faut être capable de, comme scientifique, de sonner un peu l'alarme, mais surtout aussi de faire un appel à l'action. Donc, on était bien fiers ici d'avoir publié un commentaire dans la revue Nature parce que la revue Nature est très, très prestigieuse d'un point de vue scientifique, qui dit en fait qu'on devrait faire un aménagement forestier pour renforcer nos forêts puis les rendre plus résilientes et résistantes à un futur incertain. Et évidemment, on est fiers de ça, mais la portée de ça ne va pas nécessairement jusque... En fait, je pense que c'est important de faire ces commentaires-là, mais je pense que la portée ne va pas nécessairement jusqu'à la pratique. Alors, quelle serait les voies qu'on pourrait aller vers la pratique, en fait, puis quels sont les freins vraiment à une sylviculture d'adaptation? Comme je le disais tantôt, si on se regarde vraiment dans le miroir, je ne pense pas qu'on est vraiment dans une dynamique où on met en place une sylviculture d'adaptation au changement climatique. Et puis évidemment, donc, je ne suis pas le seul chercheur, il y a plusieurs chercheurs qui vont, grosso modo, donner un discours très, très similaire. Il y a plusieurs groupes de recherche à l'échelle internationale qui sonnent l'alarme, qui disent qu'il faut faire quelque chose pour changer l'aménagement de nos forêts, pour l'adapter à ces réalités changeantes-là. Et puis évidemment aussi, on essaie de discuter avec autant de groupes possibles, que ce soit des groupes du ministère, des ressources naturelles et des forêts, que ce soit des groupes industriels, que ce soit des communautés, des groupes communautaires, des groupes de certification forestière, des communautés autochtones. Et globalement, j'ai l'impression que tout le monde reconnaît le besoin de s'adapter, mais on a l'impression qu'il y a des freins, puis on a l'impression que les freins ne viennent pas de nous. Donc, si je le résume, moi, comme chercheur, j'ai l'impression d'avoir apporté euh, une analyse de la situation qui nous permet de dire, OK, on a une réalité changeante, il faut adapter notre sylviculture au changement climatique. Il y a des outils sylvicoles qui existent, je reviens à ça. Et maintenant, je me demande, mais pourquoi on ne les met pas en place? Puis là, ben, après ça, ben, quand je parle à l'industrie, comme je le faisais par des groupes industriels qui sont certifiés SFR sur cette photo-là, les groupes SFR nous disent, on voudrait bien s'adapter, mais les politiques forestières ou notre parc d'équipement ou toutes sortes de raisons font en sorte que je ne suis pas en mesure de m'adapter. Puis là, quand on parle des politiques forestières, ces politiques forestières-là sont mises en place par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, notamment. Et puis là, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts va dire, ben oui, en plus, on essaye de mettre en place un nouveau régime forestier, puis on n'y arrive pas. Donc, c'est comme si tout le monde se regardait un peu puis disait, là, ici, comme dans le fameux meme de Spider-Man, où là, en fait, on cherchait à trouver l'imposteur ici, mais on a toute l'impression de se pointer un peu du doigt. Puis l'idée, en fait, c'est qu'on a besoin, je pense, d'initiatives de recherche, mais aussi de lieux communs pour être capable de briser ces barrières-là, puis être capable d'envisager la mise en place de pistes de solutions, mais même plus loin que ça, de solutions, parce que ces solutions-là existent. Donc, ici, dans mon programme de recherche comme chercheur, en 2019, donc bien avant les feux de 2023, on a plusieurs de ces groupes-là, donc 5 compagnies forestières, 5 paliers de gouvernement, en fait, 5 gouvernements provinciaux de 5 provinces canadiennes différentes, les ministères, l'équivalent du ministère des Ressources naturelles et des Forêts au Québec, mais pour 4 autres provinces canadiennes. Le gouvernement fédéral aussi par Ressources naturelles Canada et aussi par l'Agence spatiale canadienne, 2 nations autochtones et FP Innovation se sont joints ensemble, donc 15 partenaires qui se sont mis ensemble et puis qui ont partagé leurs sentiments face à ces contraintes-là qui sont imposées aux forêts. Et en fait, là, qui ont jeté les bases d'une initiative de recherche nationale coordonnée en sylviculture. Ce qu'on avait constaté à l'époque, là, c'est qu'il y avait des enjeux très, très similaires qui étaient présents d'un océan à l'autre. Et ben, c'était assez visionnaire, je pense, de la part des personnes de terrain qui nous avaient forcé finalement à nous réunir et travailler ensemble. Et puis, ça a donné lieu à un programme de recherche euh,
dont je ne parlerai pas en très, très grand détail, mais notre approche générale, c'est de travailler selon trois axes. Donc, un programme de recherche à l'échelle canadienne qui touche 5 universités canadiennes, qui permet de former plus d'une quarantaine de personnes étudiantes à la maîtrise, au doctorat, des stagiaires postdoctoraux aussi, et qui vont travailler selon trois axes. En fait, le premier thème de travail, c'est observer. Donc, ici, l'idée, c'est d'observer les forêts, de développer les meilleurs outils, puis de servir des outils qui existent pour l'observation des forêts à grande échelle, par la télédétection notamment, mais aussi à plus fine échelle par tout ce qui est la démographie, puis la croissance des arbres à une échelle très, très fine, à une échelle temporelle très, très fine. On a ensuite un thème qui nous demande, sur lequel on travaille à mieux prévoir la croissance des forêts, mais aussi la prépondérance des perturbations, puis le risque de perturbation. Et finalement, ben, en ayant une meilleure observation, des meilleures prévisions, ben, l'objectif ultime, c'est de s'adapter, c'est d'avoir des traitements sylvicoles d'adaptation de la sylviculture à la réalité, à cette réalité changeante-là. Quels sont justement, ben en fait, ce qu'on cherche en fait dans mon programme de recherche, c'est à voir quels sont les effets de ces changements-là sur la composition forestière, sur les perturbations, mais aussi sur la croissance forestière. Et ben, on peut déployer, là, on déploie ces travaux-là en partie à la forêt Montmorency, puisqu'il s'agit d'un des 12 sites au Canada là, dans lesquels on réalise nos travaux. Mais là, je me concentre sur le thème d'adaptation du programme de Sylva 21 et je vous fais part de solutions, en fait, qui sont assez simples. En fait, les solutions sylvicoles, comme la sylviculture, c'est une science dans laquelle, en fait, la boîte à outils est constituée de quelques traitements sylvicoles, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et un des traitements sylvicoles importants qui est souvent vu comme un outil potentiel d'adaptation au changement climatique, ce sont les coupes partielles. Et là, ici, dans ce cas-là, là, on parle d'éclaircies, mais on a regardé les coupes partielles au sens plus large et on a commencé par faire une revue de littérature sur les coupes partielles, puis voir c'est quoi les preuves empiriques qui font en sorte que dans les différentes forêts du monde, un même outil sylvicole pourrait nous aider à nous adapter à une multitude de préoccupations potentielles en termes de risque de perdre nos forêts, c'est-à-dire dans ce cas-là, les sécheresses, les feux, les insectes et les pathogènes, et puis les chablis. Et de manière générale, donc, cette première revue de littérature-là qui nous a demandé de déplucher énormément d'articles scientifiques, euh, nous a montré que si les points là, qui sont représentés à l'écran sont en vert, l'impact tend à être plutôt positif. Et s'ils sont dans des couleurs plus chaudes, là, comme le jaune et le bleu, là, les impacts tendent à être plus négatifs. Alors là, ce qu'on a remarqué finalement, c'est que dans une perspective multirisque, si on regarde à l'échelle, à très, très grande échelle, il y a de la variation dans les effets des éclaircies sur les différents risques, mais généralement, si on regarde de manière générale, surtout pour les sécheresses, le feu, on a des effets positifs. Pour ce qui est des insectes et des pathogènes, là, ça dépend des insectes et des pathogènes. Puis pour le chablis, là, c'était beaucoup moins clair, ça semblait plutôt neutre. Donc, on s'est dit, mais on devrait, ça, c'est des travaux, là, je devrais dire, de Guillaume Moreau, qui était un étudiant dans Sylva 21, mais en fait, il n'était pas un étudiant, il était chercheur postdoctoral dans Sylva 21, et puis là, qui est rendu un collègue professeur aussi à l'Université Laval. Alors, après avoir fait ça, on s'est dit, bien, on va reprendre des études similaires, mais là, on va essayer d'aller plus loin, on va faire une méta-analyse. Donc, ça, c'est les mêmes approches là, qui sont utilisées en médecine pour déterminer quels seraient, par exemple, les effets de différentes on peut dire, de différentes conditions sur les taux de survie des personnes, par exemple. Et puis là, on va faire des méta-analyses pour être capable de mieux comprendre de manière générale c'est quoi les impacts
d'un traitement quelconque ou d'une condition quelconque sur des mesures reliées à la santé humaine. Ben là, ici, on fait la même chose, mais on va le faire par rapport aux forêts. Donc, on a repris les études en question, puis on est allé fouiller dans les données, puis pour chaque point que vous avez représenté sur le graphique à gauche, ce sont ce qu'on a appelé des cas d'études. Donc, ce sont des données qu'on peut aller chercher directement dans les articles scientifiques. Et puis là, par des techniques d'analyse statistique qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées en médecine dans des analyses similaires, on a regardé les risques en fait, quels étaient les effets de l'éclaircie sur des mesures qui étaient reliées à la résistance et à la résilience des forêts face à euh, différentes perturbations potentielles. Puis en fait, ce qu'on doit comprendre par tous ces points-là, c'est que les effets de coupe partielle varient. Donc, dans chaque cas, les effets sur la sécheresse, les insectes et les pathogènes, en fait, dans ce cas-là, oui, les insectes et les pathogènes sont ensemble là, dans peste. Euh, sur le chablis et sur les feux, ça varie. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Mais de manière générale, donc si on se place à très, très grande échelle, si on faisait plus d'éclaircies, on aurait un effet positif sur la résistance et la résilience de nos forêts à la sécheresse. La même chose pour la résistance et la résilience de nos forêts à des insectes et pathogènes. Et aussi, mais là, on voit là qu'on est un effet qui tend à être positif, mais qui n'est pas complètement significatif parce que l'intervalle de confiance là, touche le zéro. Mais la résistance et la résilience au feu. Aussi, de manière intéressante, on voit que les effets sur le Chablis étaient, contrairement à ce qu'on aurait pensé, n'étaient pas systématiquement négatifs. Au contraire, ils étaient variables, mais parfois ils étaient positifs, puis parfois ils étaient négatifs. Et puis donc, ça fait en sorte que l'effet global avait tendance à être neutre en moyenne. Ça veut dire que si on travaille sur des très, très grandes superficies, ce qu'on fait en passant, hein, quand on aménage une forêt d'une province en entier, on travaille sur des très, très grandes superficies, ben, ça se peut qu'on perde des forêts à la suite d'une éclaircie, par exemple, par la suite d'un chablis, mais que généralement, on devrait avoir moins de pertes que de gains en résilience et en résistance si on tient compte des multiples sources de perturbations possibles. Donc, ça, c'est un des traitements qu'on peut faire pour augmenter la résistance et la résilience de nos forêts au changement climatique. Puis là, on peut se demander, pourquoi on ne les met pas plus en place que ça? Donc, la quantité de coupes partielles, des classiques commerciales et de coupes progressives qu'on va faire, notamment dans les forêts boréales, est assez faible au Canada en entier, puis au Québec plus particulièrement. Donc, quels sont les freins à ça? Une autre chose aussi, c'est que on fait beaucoup en fait de traitements d'éclaircies commerciales, c'est-à-dire traitements d'éclaircies, mais on va le faire à un âge plus jeune finalement que celui qui a été considéré dans l'étude précédente. Ça va être plutôt à l'âge des éclaircies pré-commerciales, donc un âge plus jeune. Et puis là, mais souvent dans ces éclaircies-là, en forêt boréale, on va avoir tendance à vouloir contrôler la composition, puis souvent ramener une composition résineuse qu'on avait au départ. Or, ici, je sors un peu de mon programme de recherche là, pour parler des travaux de recherche à l'époque, c'était la thèse de doctorat de Jean Marchal, mais ici, là, qui avait été supervisé par Steve Cumming, qui est un prof chez nous. Le graphique est un peu difficile à comprendre, mais si on prend ici la probabilité qu'un feu atteigne une certaine taille, donc ici, là, une probabilité très faible en bas, puis une probabilité beaucoup plus élevée là, de 100% en haut. Et puis ça, sur une échelle logarithmique, la taille d'un feu entre finalement des peuplements purs de feuillus et des peuplements purs de conifères. Puis là, ben, ce qu'on doit avoir ici, là, si on se met les probabilités qu'un feu atteigne 1000 hectares, par exemple, sont quasi nulles si notre peuplement forestier est constitué d'une forte proportion de feuillus. Et à mesure que la proportion de conifères augmente, ben, ils vont avoir tendance à brûler plus fort, l'émission est plus forte, la propagation est plus forte dans ces peuplements-là. Ben, les chances que le feu devienne très, très grand s'élèvent à mesure que notre composition change. Et puis, vous voyez là que c'est quand même un impact vraiment important, puis même une petite proportion de feuillus dans un peuplement qui autrement est un peuplement de résineux
va faire une grosse différence, en fait, sur les risques de propagation du feu. Or, dans nos travaux sylvicoles, souvent, on va venir intervenir pour diminuer cette composition-là feuillue pour des raisons qui sont reliées à, au fait que notre industrie forestière souvent va préférer transformer les arbres résineux. Mais là, si on change de perspective, en fait, qu'on est capable d'avoir la perspective plus large dont je parlais tantôt, ben, rapidement, là, on se rend compte que on peut, en fait, qu'on est probablement en train de se causer un problème là, pour l'avenir. Donc, l'idée en sylviculture d'adaptation, ça va être de réfléchir aussi comme ça, puis d'être capable d'aller voir qu'il y a une solution, finalement, ça pourrait être de tolérer, puis de même d'encourager une proportion de feuillus qui se régénère de toute façon après une coupe totale dans ce cas-là. Donc, là, ici, je reprends une petite pause, puis là, je dis, OK, pourquoi? Donc, je reviens à la forêt Montmorency, puis je dis que compte tenu de ces enjeux-là, puis compte tenu du fait que nos solutions ne sont pas nécessairement toujours mises en œuvre, ou en tout cas pas à grande échelle, puis on ne voit pas vraiment de changement important dans nos façons de traiter nos forêts présentement, mais comment la forêt Montmorency peut devenir un milieu pour venir tester ces pistes de solutions-là? Un petit point ici. Donc, une des raisons pour lesquelles la forêt Montmorency est un bon milieu pour tester des choses comme ça, bien, d'abord, c'est sa taille. Comme j'ai dit tantôt, ça nous permet d'accueillir de grands nombres d'expériences puis d'expériences scientifiques. On a un réseau de chemin aussi qui nous permet un accès au territoire et qui est facilité. On a aussi des infrastructures. Puis là, je prends une minute pour faire une pause sur les infrastructures. Donc ici, l'infrastructure dont je parlais, on a une nouvelle connexion rapide à Internet dont je saute les détails. Mais ce qui vous intéresse peut-être un peu de savoir, c'est on en est où dans nos infrastructures plutôt bâties plusieurs d'entre vous le savez qu'il y a une partie de nos infrastructures bâties qui sont en piteux état. Et je peux vous dire en fait que l'université a un projet qui est bien en branle, la faculté aussi a un projet qui est bien en branle, dans lesquels là, on souhaite aller soit dans deux scénarios en fait, soit vers la restauration puis du pavillon actuel, ou si ça s'avère impossible, là, vers une option de reconstruction, mais il va y avoir, dans quelques mois, là, on va être prêt à donner les détails d'un projet qu'on veut et puis qui va maintenir là, nos infrastructures scientifiques en place. Et en attendant, bien sûr, ben, on est ouvert, on a une capacité d'accueil des projets de recherche, puis une capacité d'accompagnement aussi par les équipes qui sont en place. Et puis donc, on vient faciliter la mise en place d'expériences. La forêt Montmorency aussi est un lieu où on a des suivis historiques qui sont uniques. La semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, c'est Louis Duchesne. On fait un beau duo comme ça, Louis et moi, qui va venir parler là, des suivis à long terme, des flux de nutriments qui sont réalisés depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies auprès du lac La Flamme. Et donc, ça, je passe rapidement sur les suivis historiques parce que on va les mettre en valeur. Je vous invite à participer à la prochaine présentation. Donc, en partenariat dans ce cas-là avec la DRF, mais aussi, je pense que le Service canadien des forêts est impliqué aussi là-dedans. Il y a 91 publications scientifiques qui ont été répertoriées, qui viennent depuis des décennies, donc, de ce système de suivi-là. Mais on a aussi toute une nouvelle génération de projets de recherche qui sont mis en place à la forêt Montmorency. Je vais commencer par les travaux que Evelyne a menés puis continue de mener au niveau des effets des différents régimes sylvicoles ou des différentes options d'aménagement forestier par rapport à la quantité de carbone qui est séquestrée en forêt. On a des essais de migration assistée des réseaux. On fait partie donc des réseaux DREAM qui sont pilotés celui-là est piloté par la DRF, mais aussi du réseau Transex qui, lui aussi, là, est réparti un peu partout dans l'est de l'Amérique du Nord piloté dans ce cas-là, par mon collègue Loïc d'Orangeville. On a l'équipe aussi de François Anctil, je pense qu'il était présent dans la présentation, Daniel Nadeau et plein de collaborateurs qui travaillent à faire les suivis des flux, de l'eau et du carbone dans notre forêt boréale. On a une nouvelle équipe, en fait, mais nouvelle, ça commence à faire un bout de temps là, qui sont installés, mais plutôt en robotique. Donc, François Pomerleau, Philippe Giguère qui travaillent en robotique
et donc, qui vont développer les véhicules autonomes, puis qui visent à optimiser la conduite de véhicules autonomes en situation naturelle et difficile, en situation hivernale aussi, mais encore plus loin aussi, pas optimiser, mais automatiser les opérations forestières. Donc, plein de projets de recherche qui sont absolument fascinants et excitants, qu'on est capable d'accueillir à la forêt Montmorency. Mais ça, ce sont des études, en fait, puis je pense qu'un des autres enjeux que dans ce que je vous disais, tu sais, je disais qu'on avait de la difficulté à s'arrêter puis à mettre en place des solutions. Je pense qu'un autre enjeu, en fait, c'est qu'en recherche forestière, on a tendance à travailler sur des petites superficies. Ici, à gauche, j'ai représenté donc une placette forestière qui est comme une unité de mesure que plusieurs d'entre vous connaissez. Et puis, donc, on va mesurer les choses dans des placettes forestières ou dans des expériences à l'échelle de quelques hectares. Tu sais, une expérience forestière d'une douzaine d'hectares, c'est une grande expérience forestière. Et pourtant, après ça, ben, on va tirer les conclusions de ça qui vont s'appliquer à l'ensemble des forêts d'une province ou en fait des forêts d'un domaine bioclimatique qui, eux, sont énormes. Donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, on a de la difficulté à mettre en place des solutions concrètes en pratique, c'est qu'il nous manque peut-être cette échelle mitoyenne-là, une échelle mitoyenne dans laquelle comme l'échelle de la forêt Montmorency, dans laquelle on pourrait commencer à travailler à l'échelle ben là, dans ce cas-là, de 40 000 hectares, mais à l'échelle de compartiments d'organisation spatiale qui, eux, ont 3 000 à 4 000 hectares dans notre forêt d'enseignement et de recherche. Donc, cette échelle mitoyenne-là est rarement utilisée en recherche forestière. Donc, évidemment, je parle de ça, mais il y a d'autres défis et contraintes associés à notre aménagement forestier. Je vais passer rapidement là, sur le nouveau régime. On a un changement au ministère, un nouveau ministre, en fait, qui vient remplacer notre ministre qui a tenté de mettre en place un nouveau régime forestier. On sait que malgré le fait, en fait, qu'on fait face à des défis communs, il y a toutes sortes de visions qui se sont opposées et puis on n'a pas réussi du tout là, à s'entendre sur un nouveau régime forestier qui pourtant visait en partie là, à mettre en place des solutions justement pour euh, les défis auxquels j'ai fait référence par rapport à s'adapter à des nouvelles réalités. Si on descend à l'échelle de notre université, l'Université Laval s'est déclarée comme une université carboneutre et il y a toute une comptabilité là, qui est réalisée par rapport à ça. Et un des éléments qui est utilisé dans la comptabilité carbone, c'est l'additionnalité du carbone qui est contenu dans les forêts, relié au fait que ce soit l'Université Laval, en fait, que ce soit notre équipe là, qui en fasse l'aménagement. Puis évidemment, ça s'appuie sur les connaissances scientifiques, beaucoup du programme de recherche d'Evelyne Tifo. Euh, Puis j'ajoute à ça mais un projet pilote, en fait, de conservation puis de restauration de l'habitat du caribou forestier que le ministère de l'Environnement souhaite mettre en place et qui couvrirait 77 de notre territoire au total, donc 50 dans la zone de conservation de l'habitat du caribou forestier et un autre 25 donc 50 oui, dans la zone de conservation de la forêt Montmorency et un autre 27 qui serait dans la zone de restauration. Évidemment, là, ça amène des contraintes importantes, mais qui ne sont pas différentes des contraintes que d'autres industriels auraient, des industriels qui vont travailler autour de nous. Un autre petit point ici, je prends 2 minutes pour dire que, évidemment, là, on est tous conscients qu'avec la baisse de nos activités récréatives, on a en fait, pour plein de bonnes raisons, en fait, là, pour lesquelles ces activités récréatives-là ont baissé pendant un moment. On s'est un peu, on a déçu plusieurs membres de différents publics, mais notamment d'un public qui souhaitait faire de la récréation à la forêt Montmorency et notamment des skieurs de fond. La bonne nouvelle, c'est que dans les 2 dernières années, on a relancé les activités de ski de fond à un moment où les skieurs de fond étaient très présents à la forêt Montmorency, c'est-à-dire à l'automne jusqu'à la fin du congé des fêtes, grosso modo. Et je ne peux pas rien vous annoncer pour cette année, là, mais il y a des discussions pour relancer encore cet événement, cette activité-là. Et puis, ben, on cherche là, à faire en sorte qu'on puisse continuer d'offrir ce service-là dans une perspective là, d'avoir un laboratoire vivant dans lequel les membres de différents publics côtoient directement des chercheurs.
Donc, pas d'annonce officielle ici, mais une tendance dans les 2 dernières années à relancer nos activités récréatives dans des conditions qui sont à la fois bonnes pour les personnes qui vont faire de la récréation en forêt, mais aussi qui sont adéquates pour nous comme institution. Donc, tout ça pour dire que là, on a parlé des contraintes climatiques, on a parlé des contraintes liées plutôt au désir puis au souhait de maintenir la biodiversité. On a parlé donc de différents défis. Puis là, ce que je vous propose comme idée principale, en fait, c'est que dans la salle au complet, je ne pense pas qu'il y ait personne qui peut dire avec assurance euh, qu'elle sait, que cette personne le sait, quel est le meilleur modèle d'aménagement forestier pour faire face à ces réalités changeantes. J'ai parlé de pistes de solutions, je pense que si on les déploie à grande échelle, ça peut représenter des solutions, mais il nous manque des territoires dans lesquels vraiment on a contrasté des approches d'aménagement forestier. Il y a différentes visions, différentes approches qui pourraient être mises en place. Et ce qu'on souhaite faire finalement à la forêt Montmorency, c'est changer notre aménagement forestier pour faire en sorte qu'on changerait notre perspective, pour faire en sorte qu'on ne viendrait pas prendre les meilleures connaissances scientifiques pour essayer de faire le meilleur aménagement forestier possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on dirait plutôt dans des conditions changeantes, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est une expérience qui viendrait tester différents modèles d'aménagement forestier à l'échelle de 40 000 hectares. C'est cette échelle mitoyenne-là dont je vous parlais. Donc là, ça va se discuter, puis je vais terminer là-dessus. Là, ça va se discuter dans toutes sortes de forums, puis on va aller voir les parties prenantes, puis on va essayer de voir, puis de rassembler tout le monde autour d'un projet qui viserait à faire en sorte que notre aménagement forestier serait déployé selon différents traitements, si on veut. Puis en gros, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'il y ait différents gradients dans notre aménagement forestier qui soient appliqués à différents endroits à la forêt Montmorency. Un premier gradient de zonage qui viendrait contraster une approche comme on a toujours appliqué à la forêt Montmorency, qui veut que chaque valeur forestière soit valorisée dans chaque hectare, donc que ce soit la biodiversité, la beauté des paysages, la valeur de récréation, les habitats fauniques et la production de bois, que ça soit vraiment intégré partout. Et une autre approche plutôt de foresterie là, à 2 ou 3 vitesses qui ressemble un peu au modèle de triade ou même à des modèles plus extrêmes, là, comme dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, où on vient dire soit qu'on va aller en conservation ou en aménagement forestier très, très intensif pour le bois, dans ce cas-là, en priorité, mais qu'on va essayer de séparer ces choses-là, puis de faire une intégration sur un domaine, sur un milieu qui est beaucoup plus grand, en fait. Donc, ça serait un premier gradient. Un autre gradient, en fait, c'est de se demander, est-ce qu'on devrait vraiment euh, venir assister la transition forestière. Donc, est-ce qu'on devrait, par exemple, utiliser des outils comme la migration assistée pour faciliter une transition ou est-ce qu'au contraire, tant qu'il n'y a pas de nouvelles compétitions qui viennent dans notre sapinière boréale, que cette sapinière boréale-là a amplement les capacités, donc les mécanismes naturels de résilience et de résistance de l'écosystème, viendraient faire en sorte qu'elle est capable de s'adapter à nos nouvelles réalités changeantes. Donc, l'idée, ce ne serait pas d'aller vers un ou vers l'autre, mais de tester les deux approches. Puis, il y a aussi un gradient de conservation. Donc, le projet pilote de conservation du caribou forestier va faire en sorte que nos activités d'aménagement en fait, pas des conservations du caribou lui-même, mais des habitats du caribou forestier, va faire en sorte, en fait, que notre aménagement forestier plus intensif va avoir tendance à être concentré dans le sud de la forêt Montmorency pour les années envisageables à venir. Et donc, ça pourrait faire en sorte, là, l'idée, c'est de déployer à l'échelle de compartiments d'organisation spatiale différentes stratégies d'aménagement qu'on met en place qu'on vient tester pendant une période de temps. Puis là, globalement, ça fait en sorte qu'on transforme tranquillement notre territoire de différentes manières dans chaque compartiment d'organisation spatiale. Puis là, ben, ça peut faire en sorte qu'on crée des impacts sur le milieu. Puis là, donc, ça pourrait faire en sorte que des chercheurs en hydrologie, par exemple, viennent voir c'est quoi l'impact de nos différents modèles d'aménagement sur la qualité de l'eau. C'est quoi l'impact des chercheurs en écologie, ils viennent voir c'est quoi l'impact sur notre biodiversité, sur nos espèces menacées. Des chercheurs plutôt en sylviculture vont regarder c'est quoi l'impact sur la production de bois. Les chercheurs en sciences humaines et sociales viennent voir c'est quoi l'impact sur l'adhésion des différents publics à nos pratiques forestières et à notre grand projet d'aménager la forêt québécoise.
Il y a aussi des chercheurs qui pourraient venir travailler sur l'impact de ces modèles d'aménagement forestier-là sur les paysages. Et aussi, je tiens à le dire, on peut commencer aussi à regarder les impacts sur la santé humaine parce qu'on ne veut pas sortir complètement l'être humain de la forêt, donc que ce soit pour la santé psychologique et mentale, psychologique et mentale, psychologique et physique, quels sont les impacts de ces différents modèles d'aménagement-là sur des indicateurs de santé. Puis évidemment, ben, ça, c'est un milieu d'accueil qui est extrêmement riche et stimulant. Donc ici, je parle de mon groupe de recherche, mais pour d'autres groupes de recherche. Puis notre idée ici, c'est en déployant une expérience à cette échelle-là, c'est d'utiliser ça comme élément rassembleur dans la formation de nos étudiants, nos étudiantes et nos étudiants au cycle supérieur. C'est en partie là, notre raison d'être à l'université, bien sûr. Et pour conclure, ben, je tiens juste à revenir en fait pour dire euh, que ben, c'est ça. Les enjeux qui sont reliés aux écosystèmes forestiers, j'espère que. Donc, quelques points à retenir de ma présentation, en fait, c'est de dire que les enjeux qui sont reliés aux écosystèmes forestiers dépassent vraiment le cadre habituel. Puis, collectivement, je veux vous appeler tout le monde à essayer d'élargir le cadre dans lequel vous considérez l'impact de vos travaux d'aménagement. C'est plus seulement un enjeu forestier, les perturbations forestières, ça devient des enjeux de santé publique, ça devient des enjeux communautaires, ça devient bien sûr des enjeux socio-économiques, mais c'est même des enjeux géopolitiques, là, si on pense à la fumée des feux qui a été émise cette année, puis la lettre là, d'élus républicains aux États-Unis vers l'ambassadeur canadien pour dire, gardez votre fumée chez vous. Donc, ça devient même un enjeu géopolitique. J'aimerais aussi vous rappeler, en fait, vous appeler à l'idée que pour relever les défis euh, qui sont soulevés par ces réalités changeantes-là, il va falloir davantage de cohésion dans le monde forestier, puis une plus grande ouverture aux perspectives nouvelles, puis aux perspectives des autres aussi. Euh, donc, comprendre un peu les perspectives scientifiques, industrielles, gouvernementales, tout ça, je pense que ça prend une plus grande perception puis une plus grande cohésion. On sent qu'il y a un désir, mais quand on arrive vraiment au moment de prendre les décisions, c'est comme si on y arrive moins bien. Puis là, je fais référence au nouveau régime forestier. Et ensuite de ça, ben, ce que je propose en fait, c'est que la forêt Montmorency est un des joyaux de la recherche puis de la pratique forestière au Canada, puis dans le monde entier, mais que ça demeure insuffisant présentement. Puis à l'image de l'ensemble de la foresterie québécoise, la forêt Montmorency est à la croisée des chemins. L'heure est venue pour nous de nous réinventer. C'est ça ben, qu'on est en train d'initier, que Evelyne a initié, puis que moi je poursuis, et puis que je vais poursuivre là, dans les prochaines années comme directeur scientifique de la forêt Montmorency. Alors, je vous remercie, puis je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. J'aime beaucoup comment tu démontres que la foresterie, les sciences forestières, c'est pas juste des arbres, c'est pas juste creuser des trous dans le sol puis mesurer des choses. C'est beaucoup, beaucoup les humains. Fait que je pense que tu en as fait une bonne démonstration là, au travers de ta présentation, puis montrer les défis qui s'en viennent. Et donc, il va y avoir beaucoup d'aspects humains à gérer et à faire de la recherche excitante à la forêt Montmorency. Merci, Euh, Evelyne. donc, je vous invite à poser vos questions, soit par écrit ou soit en levant votre main. Euh, ben, je vais commencer tout de suite avec une question, un commentaire de notre cher prof Richard, qui est toujours très actif bon, qui est actif depuis longtemps à la forêt Montmorency et dont on vient de dévoiler le sentier à la tourbière Jonca. Et donc, qui commente à propos des incendies de forêt au Canada, puis qui fait remarquer qu'il y a l'article d'Anérol, donc nos collègues de Chicoutimi, qui disent qui ont publié un article pour dire que la variabilité des dernières années va avoir l'air de rester à l'intérieur de la variabilité naturelle moyenne des derniers 200 ans là, en termes de superficie brûlée. Oui, ben en fait, ça, je trouve ça intéressant. Puis d'ailleurs, salutations à M. Richard, avec qui j'ai partagé une journée très, très spéciale vendredi dernier. Puis juste une petite parenthèse, M. Richard aime ça faire des parenthèses pour les étudiantes et les étudiants qui sont à l'écoute.
les travaux qui ont mené finalement au développement de la carrière de M. Richard, mais aussi à la création de ce lieu-là, la Tourbière Jonca à la Forêt-Montmorency, avait été réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études de niveau baccalauréat. Et donc, c'est ça, on parle de quelque chose qui était, c'est ça, si on se replace, on parle de quelque chose qui avait été extrêmement ambitieux et qui a été une grande réussite. Euh, alors, pour aller vers le fait qu'on reste dans euh, des perspectives historiques, qu'on se replace dans une perspective écologique, puis on demeure à l'intérieur des limites de la variabilité historique. Je suis conscient de ça, puis je pense que c'est important de le dire. Toutefois, c'est en plein qu'est-ce que je veux dire quand on regarde ça, c'est comme si là, c'est que ça, on le regarde avec nos yeux d'écologistes. Puis je pense que c'est important qu'on le regarde avec nos yeux d'écologiste. Je pense que c'est important qu'on amène une certaine cette perspective-là. Mais mon idée, c'est de dire cette perspective-là est encore trop étroite. Même si on la voit très, très large parce qu'elle regarde dans le temps, mais je pense qu'elle est trop étroite. Je pense parce que, en fait, c'est qu'elle vient séparer un peu les impacts euh, sociaux qui sont vraiment, vraiment grands, en fait, des feux de 2023. Puis honnêtement, si on était capable, pas d'anéantir complètement les feux, mais de s'assurer qu'on a des niveaux de feu qui sont plus, euh, je dirais, acceptables ou qui sont moins dommageables, qu'on pourrait dire, d'un point de vue euh, social, point de vue de la santé publique, qui nous aide finalement à pas nous placer dans des gros problèmes géopolitiques. Vous voyez un peu là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les perspectives doivent s'étendre, puis je pense qu'il faut regarder un petit peu plus large, et puis qu'il faut considérer ces options-là. Puis c'est pas parce que ça a été déjà vu à l'échelle de l'écosystème que c'est une situation qui est souhaitable pour l'avenir. Mais ceci étant dit, je suis conscient de ce qui a été dit, puis ce sont des travaux importants qui demeurent extrêmement pertinents aussi. Ok, merci, Alexis. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question oralement. Je pourrais peut-être t'en poser une. Moi, c'est quoi, donc demain matin, ton premier défi ou ton plus gros, le premier défi auquel tu veux t'armer là, pour la recherche à la forêt Montmorency en lien avec la sylviculture d'adaptation, là, c'est quoi ta première priorité? Ouais, ben là, c'est ça. Donc, j'ai déjà une priorité grande pour les infrastructures là, parce qu'il y a une certaine urgence et puis je vous assure là, on va travailler d'arrache-pied. Puis je peux déjà dire là, qu'on va se positionner par rapport il va y avoir de multiples sources de financement, puis on va se positionner par rapport à la recherche d'un financement de la Fondation canadienne pour l'innovation. Tu connais bien ça, Evelyne. On va travailler sur un projet qui va nous apporter une partie du financement. Puis quand on va avoir le montage financier total, on va l'annoncer et ça devrait suivre là, cet automne, là, cette annonce-là. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'on a vraiment besoin d'infrastructures. Mais au niveau de la sylviculture d'adaptation, en fait, à la forêt Montmorency, je pourrais le résumer à deux choses. Premièrement, je pense qu'il faudrait réunir nos différents partenaires de manière à définir quels seraient nos traitements, finalement, là, nos approches d'aménagement qu'on voudrait vraiment mettre en place dans différents compartiments d'organisation spatiale. Et deuxièmement, je pense là, qu'une des choses qu'on n'a pas encore vraiment testées à la forêt Montmorency et qu'on devrait essayer de tester, c'est une sylviculture plus intensive et là, je pense qu'on a fait de l'aménagement écosystémique intensif, mais on n'a pas été très, très, très hasardeux, je dirais, dans par exemple, l'usage. On aurait pu faire de la ligniculture. Ça n'a jamais été vraiment intégré à la forêt Montmorency. Puis je pense que ça doit faire partie du portefeuille des approches qui sont testées. Parfait, merci beaucoup, Alexis. Je vois, il y a Karine Ankou qui a la main levée. Karine, tu peux... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, OK. Merci Alexis, j'avais hâte de voir la présentation. C'est toujours les questions ma partie préférée. Euh, Quand tu
parle des feux puis de la biodiversité. Euh, j'ai eu la chance d'aller en Arizona à Flagstaff. Et puis, pour diminuer l'intensité des feux afin de protéger la population, la seule solution qu'ils avaient trouvée, euh, c'était, c'était d'enlever le plus de combustible possible. Ce qui faisait en sorte qu'ils se retrouvaient à peu près avec deux ou trois espèces, et donc de diminuer la biodiversité de l'ensemble du territoire. Fait que ça m'a toujours interpellée. Par rapport au feu, tu sais, c'est le triangle du feu, l'oxygène, le combustible et l'ignition. Est-ce que j'ai un blanc de mémoire là? Ouais, c'est Mais parce que le triangle il est représenté de différentes façons. Des fois, c'est l'ignition, des fois, c'est la topographie. Il y a aussi la réaction chimique qui est nécessaire. Donc, ouais, c'est c'est un ça. triangle qui a beaucoup de Ouais. côtés. Mais c'est ça. Est-ce que c'est des alternatives que vous voyez aussi de votre côté que lorsqu'on baisse le combustible, c'est-à-dire à peu près tous les végétaux qui sont sous couvert, il y a du succès par rapport au feu, mais il y a très peu de succès au niveau de la biodiversité. Ouais, en fait, je pense qu'il faut pas opposer les deux, là. D'abord, ces forêts-là, je les connais bien, là, les forêts dans le coin de Flagstaff, c'est des forêts de pin ponderosa d'abord, surtout, et Exact. puis qui se sont transformées là, dans le dernier siècle par différents enjeux, là. Il y a trois ou quatre enjeux, mais de mémoire, là, la répression des feux, un climat dans le siècle dernier qui était plus humide dans ce coin-là qu'auparavant. Il y avait aussi le pâturage. Et puis, bon, je pense qu'il y en avait un autre, là, c'était la coupe forestière, qui ont transformé ces écosystèmes-là, qu'ils ont beaucoup densifiés. Puis pour eux, donc, ils parlent vraiment de restauration écologique là, quand ils vont faire ces éclaircies-là pour diminuer la quantité de combustible. Et on parle vraiment de restauration. Donc, je ne sais pas là, si on peut tout de suite opposer biodiversité et traitement sylvicole dans ce cas-là, mais effectivement, tu as raison que des fois, on peut prendre, je vais nous rappeler proche de chez nous, là, tu sais, le fait qu'on a mis en place en fait, qu'on s'apprête à mettre en place le projet pilote sur la conservation du caribou forestier vient faire en sorte que, on ne pourra plus s'attribuer l'additionnalité sur une partie du territoire là, dont je parlais tout à l'heure par rapport à la séquestration de carbone. Fait que là, on a deux, un peu comme tu le disais, là, Karine, Ouais. on a OK. deux valeurs environnementales qui viennent s'opposer, donc la captation de carbone puis la protection de l'habitat. Ouais. Généralement, ils fonctionnent ensemble, puis on aime ça quand ils fonctionnent ensemble. Mais ça peut arriver que deux valeurs environnementales rentrent un peu, là, c'est un peu artificiel dans ce cas-là parce que c'est relié à des façons de calculer, là, mais rentrent un peu en collision l'une avec l'autre. Puis là, ben, je te répondrai juste que j'ai pas toutes les réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a vraiment une place à une réflexion approfondie là-dessus. Puis évidemment, mais là, comme chercheur, je vais te dire que c'est un beau sujet d'étude. Oui, c'est ça. Puis sur le terrain, dans la pratique, c'est souvent ça qui oppose, qui enlève les facilités d'action. C'est qu'on veut. Je pense que un des nerfs de la guerre, c'est qu'est-ce qu'on doit prioriser? Est-ce qu'on en priorise un, deux, trois? Il faut se parler, etc. Ouais, puis une perspective qui peut être intéressante, en fait, là, c'est que, tu sais, si on fait là, je retourne à Flagstaff, je pense que la façon de le voir, là, c'est que pour qu'il y ait de la biodiversité, il faut éviter d'avoir des feux d'une intensité telle, je ne sais pas si tu as vu là, les feux, à quel point Ouais, ils peuvent être intenses, que là, après ça, ces feux-là peuvent causer de la déforestation, même pour une espèce qui est déjà très, très adaptée au feu. Donc tu sais, ultimement, à la fin, ça nous prend des forêts. Fait que ça peut être une piste de réflexion là, pour rassembler tout le monde, c'est de se dire, OK, on ne sera pas plus avancé si on n'a pas de forêt. exact. Merci. Merci Ouais, beaucoup, Karine et Alexis, pour la réponse. On a dépassé notre temps, mais bon, Alexis nous a dit qu'il était disponible encore quelques minutes. Donc, ouais, je ouais, vais je continuer peux avec, rester jusqu'à 1h30. avec les questions. Donc, super. On aurait une question en ligne de Claude Dumont de Canuel qui se demande le rôle du remote sensing, donc télédétection, dans ta nouvelle vision d'aménagement, d'adaptation au changement climatique. Oui, évidemment, c'est un rôle central. Je le vois comme pas un outil sylvicole, mais un outil pour bien comprendre et saisir l'état de nos forêts en temps quasi réel, puis en mesure spatiale continue. Donc,
Dans mon programme de recherche, là, ben, comme Claudie Maud le sait, c'est une partie centrale de mon programme de recherche, mais en gros, si je peux le dire, là, on travaille sur le développement de ce qu'on appelle les inventaires forestiers dynamiques, qui sont des inventaires forestiers euh, en raster de 30 mètres par 30 mètres dans lesquels on va mettre à jour l'état, la structure, puis les variables de structure, donc volume, surface terrière, hauteur, mais aussi les variables de composition forestière, puis donc la composition en espèces, puis on va en faire un suivi avec les imageries satellitaires, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une représentation dynamique, puis mise à jour en temps quasi réel là, de l'état de nos forêts. Ça pourra faire l'objet d'une présentation future, mais donc je le vois comme un outil. C'est une des bonnes nouvelles. Donc, non seulement les solutions existent, mais on a aussi la technologie. L'idée, c'est pas de dire que la technologie va nous sauver de tout, parce qu'on sait là, que l'espèce de course par en avant de l'humanité vers la technologie, ça ne nous mène pas vraiment vers des solutions durables d'un point de vue environnemental, mais on serait vraiment fou de se passer de ces outils-là pour relever les défis auxquels on fait face. Merci, Alexis. Maintenant, on a une question de Louis Bélanger Oh, attention, le prédécesseur. en ligne. Donc, Louis, je te passe la parole. Bonjour Evelyne, merci Evelyne. Salut Alexis, félicitations. Tu me rends vraiment heureux sur ce projet-là. Mais un des grands enjeux, puis c'est un des grands changements globaux qu'on avait à Forêt-Montmorency, c'est la gestion des herbivores, notamment le dossier de l'orignal, la gestion des populations. Puis là, le dossier de l'orignal est en train de prendre une place particulièrement importante actuellement au Québec, que ce soit dans la région de Portneuf. D'un côté, on voit des baisses de population, de l'autre côté, terre séminaire, on a des explosions de population. Mais en même temps, il y a une genre de déconnexion entre la gestion de la forêt et la gestion des populations fauniques. Si on était rendu là. Comment ça se présente, Alexis? Puis, c'est-tu quelque chose, un des enjeux qui font partie là, de ta vision, de tes protocoles? Oui, absolument. En fait, ben d'abord, il y a Jean-Pierre Tremblay avec Evelyne, je pense, qui mène un projet là-dessus à Forêt-Montmorency. Mais en fait, ma façon de le voir de manière simple, c'est effectivement, il y a une dynamique de population qui fait en sorte que là, il y a eu une pression de broutement très, très, très importante qui semble vouloir, si je le comprends bien, là, diminuer un petit peu parce qu'il y a un contrôle de la population qui semble relié à la santé de l'animal, là, relié à la tique d'hiver notamment. Mais je ne veux pas trop m'embarquer parce que je ne suis pas un spécialiste, mais en fait, l'important, là, c'est ma vision, c'est de dire, je pense qu'à la forêt Montmorency, l'idée, ça serait de comparer des zones avec et sans contrôle de la population. Tu sais, toujours d'avoir cette idée-là. Quand on a des grands enjeux comme ça, ben, c'est de venir le tester, mais à grande échelle. Puis là, on a la chance, dans le cas de l'Orignal, d'avoir une zone dans laquelle il n'y a pas de chasse. Puis, bon, d'autres zones qui sont aménagées, donc la forêt Montmorency A, là, c'est à laquelle je fais référence. Puis la forêt Montmorency B, là, donc le secteur de l'agrandissement, lui, ben, on sait, là, il y a de la chasse puis la CEPAC gère la chasse à cet endroit-là. Puis je pense que ça en fait un terrain particulièrement intéressant là, pour venir contraster les deux approches. Évidemment, tu vas me dire, c'est ça, un des enjeux par rapport à ça, c'est que les approches d'aménagement passées n'étaient pas les mêmes. Donc, le milieu forestier lui-même est différent entre la forêt Montmorency A et la forêt Montmorency B, mais de manière générale, là, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Puis, mais même dans le projet de Jean-Pierre, là, il y avait même une demande là, qui avait été faite à savoir est-ce que dans le cadre d'un projet de recherche, on peut faire de la chasse pour faire en sorte qu'on contrôle les populations, puis on n'est pas fermé à l'idée. On avait même vérifié là, que la loi Anastasia, là, pour bon, ça, on rentre dans des aspects techniques, mais on n'a pas le droit d'avoir d'armes à feu là, sur des campus universitaires, mais on avait demandé aux avocats de l'Université Laval qui nous avaient conseillé là-dessus. Là. Je ne rentrais pas trop dans les détails, mais on était rendu là, à ce niveau-là là, pour savoir si on était en mesure de contrôler les populations sur une partie du territoire. Mais je garderai toujours des témoins dans lesquels je ne ferai pas de contrôle. Puis je pense qu'on a la superficie à Forêt-Montmorency suffisante pour être capable de venir étudier ça. Merci, Alexis. Merci, Louis. Merci beaucoup, Louis. Mais c'est chouette de voir l'ancien directeur scientifique de la forêt aussi poser des questions, être encore actif sur le territoire.
On a une question en ligne de Claire Depardieu qui demande comment tu envisages de positionner la forêt Montmorency sur la scène internationale. Comment est-ce qu'on peut développer des projets interdisciplinaires avec un aspect international? Donc, à vous comprendre un peu ta vision là-dessus. Ouais, donc en fait, il y a des réseaux, là, Claire les connaît bien. Donc, une des premières choses, c'est de faire partie de manière active des réseaux internationaux de laboratoires vivants là, dans le domaine de la forêt. Mais au-delà de ça, en fait, là, à l'échelle internationale, quand on vient se positionner, en fait, je dirais qu'il y aurait deux choses. La première chose, c'est le déploiement d'une expérience à l'échelle de 40 000 hectares. C'est le genre de choses, ça, qui rend le milieu unique. Puis, ce qu'on espère, en fait, c'est que lorsque je parlais des hydrologistes, lorsque je parlais des écologistes, lorsque je parlais des gens de sciences humaines et sociales, puis tout le monde qui vient étudier ça, évidemment, on ne veut pas restreindre ça à l'Université Laval. On souhaite que ça soit un milieu unique, puis d'en faire un milieu qui, de par sa nature, est extrêmement étudié et est pertinent à l'échelle internationale. Dans une perspective interdisciplinaire aussi, en fait, ce qu'on essaie de développer, c'est, euh, en fait, si on se place dans l'autre sens, là, la forêt est aussi puis là, je parle des forêts, des écosystèmes forestiers au sens large, c'est aussi une solution qu'on peut voir, puis juste leur existence là, est une solution à des grands enjeux de société, là, qu'on parle de sédentarité, mais qu'on parle de bien-être psychologique, qu'on parle de toutes sortes d'aspects reliés à la santé puis à la santé publique. Puis donc, l'idée, c'est qu'on parle à des chercheurs d'un peu partout sur le campus, mais aussi dans d'autres universités puis d'autres universités partenaires. Puis on veut leur offrir ces lieux-là pour venir tester des choses puis venir étudier des choses. Alors, c'est comme ça là, qu'on essaie de se positionner. Puis évidemment, ben, pour y arriver, on essaie d'avoir les meilleures infrastructures possibles aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais de manière générale, c'est comme ça qu'on s'y fait. Ok, merci. On a hâte de voir. Les prochaines années vont être excitantes sur ce front-là. Ouais, ça va être long, là. On a une question de Louis Duchesne en lien avec ce que tu as montré sur le rôle des éclaircies, des coupes partielles comme mesure d'adaptation. Est-ce qu'il y a des réflexions sur les moyens de financer des éclaircies en forêt boréale qui coûtent plus cher que simplement récolter le bois par coupe totale? Oui, c'est ça. En fait, oui, il y a des réflexions. Est-ce que les solutions vont être mises en place? Tu sais, donc, la réflexion présentement, là, on a écrit, je pense que c'est en vieillissant là, on est plus dans les articles de commentaires que dans les articles vraiment techniques. Mais là, avec des collègues, là, on a travaillé sur un commentaire qui essentiellement reprend les chiffres là, que j'avais montrés. Mais si on, donc, tu as raison, là, un des freins, hein, puis j'ai demandé quels sont les freins, mais il y a un frein qui est évident à la mise en place des coupes partielles dans une foresterie, je dirais, commerciale au Canada en entier, mais au Québec plus particulièrement. Puis même à la forêt Montmorency, on n'échappe pas à ça. Puis ce sont les coûts des opérations. Et puis, ce que je pense, en fait, c'est qu'il faut changer un peu notre perspective parce que ben c'est ça, là, tu sais, on a vu les coûts de presque 9 milliards des feux de 2023. Évidemment, là, on n'aurait pas pu nécessairement éviter tout ça. Mais si on était capable de mieux quantifier finalement, puis de, ben, évidemment, cibler aussi les endroits qui sont particulièrement vulnérables à un feu, puis qu'on ferait une sylviculture plutôt de prévention, puis que la logique économique se dirait, OK, on veut essayer d'aller vers des coûts évités, ben, je pense que ça serait mieux. Puis là, évidemment, les gouvernements ont tout avantage à investir là-dedans, je pense, puis on pourrait faire un grand projet là, de sylviculture, de prévention. Par contre, là, évidemment, on fait face à d'autres défis qui font partie là, du paradoxe de la prévention. En fait, c'est que le paradoxe de la prévention, c'est juste de dire on peut se rattacher à plein d'autres enjeux, là, mais notamment les vaccins, notamment, en fait, tout ce qui est de la prévention. En général, c'est ça, si on est trop efficace par exemple, à faire une sylviculture de prévention, puis qu'on voit que c'est difficile de démontrer le succès parce qu'il y aurait encore des feux, par exemple, il y aurait encore des perturbations forestières. Mais deuxièmement, si on est trop efficace, les gens vont cesser de vouloir investir là-dedans. C'est un problème qui est complexe,
mais qui vaut la peine d'être abordée. Puis à notre avis, c'est ça, c'est pas à l'industrie forestière uniquement, puis pas au ministère des Ressources naturelles et des Forêts uniquement, de porter, on est plutôt je pense qu'on est plutôt les ouvriers puis les outils, mais je pense que c'est pas à nous, de manière générale, là, de porter l'ensemble de ces impacts-là sur la société. Et puis là, donc, il doit y avoir une réflexion à plus grande échelle, puis qu'ils se disent, OK, euh, les coûts sont tellement grands que ce serait un bon investissement présentement d'aller investir dans la sylviculture de prévention, puis que ça vienne d'instances décisionnelles qui considéreraient, par exemple, la santé publique, pour ne nommer que celle-là. Merci beaucoup, Alexis. Ça répond bien à la question, je pense. Puis ça montre encore une fois comment la foresterie, c'est plus que les arbres, la mesure d'arbres ou la sylviculture. Ça s'inscrit toujours comme un grand projet de société où c'est ça qu'on aime voir comme forestier, à quel point ça s'inscrit dans des grands enjeux globaux là, qui dépassent vraiment juste l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On approche de la fin là, de notre temps. Je voulais juste dire, je trouve la façon que tu as présenté ça, ça donne quand même, bon, ça présente les défis, mais ça montre quand même l'espoir qu'il y a à continuer à s'intéresser au secteur forestier. On avait l'impression, beaucoup dans les dernières années, que la forêt fait juste partie de la colonne des problèmes, mais on voit qu'on peut faire partie de la colonne des solutions aussi, là, quand on est capable de s'inscrire dans des enjeux globaux là, plus larges. Oui, absolument. Puis je pense que, tu sais, si souvent on a une quête de sens un peu là, dans nos vies, puis en fait, tu sais, dans nos rôles respectifs en aménagement forestier, ben, s'il y a une chose, c'est qu'on sait que ce sur quoi on travaille, en fait, c'est important là, pas seulement pour nous, pas seulement pour une industrie, pas seulement pour un ministère, pas seulement pour une université, mais pour un ensemble d'une société. Donc, ben, c'est ça, je pense qu'on peut être réellement utile. Parfait, merci beaucoup. Ben, je pense que là-dessus, on va mettre fin à la séance de questions. Ben, je te remercie encore, Alexis, pour ta participation et ton temps. Je voudrais en profiter pour rappeler la prochaine conférence qui va être donnée par Louis Duchesne, donc notre collègue de longue date là, de la Direction de la recherche forestière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, qui va nous parler de l'historique des données recueillies depuis des décennies dans le bassin du lac Laflamme à la forêt Montmorency. Donc, ça promet et ça va. Donc, je vous donne rendez-vous à ce prochain épisode de la série Tire-toi une bûche, v'là de la science. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Merci, Evelyne, et à bientôt, tout le monde.